Salut à toi le fan de Rooksbycube, salut à toi le fan d'images jolies dégueulasses, salut à toi le fan de son en mono, salut à toi le fan de vidéos faites par des mecs qui apprennent à monter des vidéos, tu es au bon endroit. D'autant plus si tu voulais connaître les résultats des matchs du premier tour du tournoi votre cubeur ou cubeuse préférée. Parce que justement j'ai 2-3 trucs à dire là-dessus. Et même si t'es chaud, on peut commencer maintenant. Le premier duel de notre tableau opposait donc Erika Kersdijk des Pays-Bas à Brendan Valence du Royaume-Uni. Alors, Eric a-t-il été capable de passer l'obstacle Brendan? Nous allons découvrir tout de suite le pourcentage des voix qu'il a obtenu. Roulement de tambour. Et Eric s'arrête donc au premier tour avec seulement 48% des voix. Bon, tout au long de ce premier tour, il y a eu bien entendu des résultats qui ont été différents de ceux pour lesquels moi j'avais voté. Parce que oui, j'ai aussi voté. Pour autant, ce résultat-là, pour moi, c'est vraiment une des plus grosses surprises parce que Eric, ça reste quand même un cubeur légendaire. Il a établi un des records du monde les plus emblématiques de l'histoire de la WCA avec son 3x3 single à 7,08, plus d'une seconde et demie sous le record précédent. Et puis, il a, pendant un temps, tout simplement été le meilleur cubeur du monde. Alors que Brendan, lui, a un petit peu moins marqué l'histoire. Il n'a jamais obtenu de record du monde. Bon, forcément, il gagne un petit peu des points de nostalgie pour certains. Par exemple, pour moi, Brendan, ça reste la personne qui a gagné les premiers championnats du monde auxquels j'ai pu assister en tant que speedcuber. Donc forcément, voir Brendan surprendre tous les favoris en finale, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne pensais pas que ça concernerait autant de votes. Voilà, peut-être que le capital sympathie de Brendan a joué en sa faveur. Et Eric s'arrête donc au premier tour malgré son... Yes! Et Brendan est le premier qualifié pour les huitièmes de finale de notre tournoi. Pour le deuxième duel de ce tournoi, il vous a été, j'imagine, beaucoup plus difficile de décider pour qui vous alliez voter, puisqu'il mettait aux prises deux personnages aux caractéristiques vraiment très différentes. On avait d'un côté l'américaine Jessica Friedrich, avec pour seule référence en termes de résultats une place de vice-championne du monde en 1982, mais parmi peu de participants et avec un règlement très très différent à une époque très très différente. Par contre, elle a inventé la méthode Friedrich qui a changé le visage du speedcubing et qui est maintenant utilisée par un pourcentage hallucinant des cubeurs et cubeuses actuels. De l'autre côté, on a un monstre en termes de résultats, Sebastian Weyer, un spécialiste du 4x4, le seul pendant des années qui a été capable de résister, de rivaliser, et même mieux que ça, face à Félix dans une des épreuves principales, et qui résiste encore maintenant à Félix et Max, à son épreuve favorite du 4x4, puisque hier encore, il a repris le record single en 18 secondes 25. Donc on a d'un côté l'inventivité et l'apport au speedcubing en tant que discipline, et de l'autre côté, un compétiteur fabuleux. Alors, qui avez-vous choisi? Et voilà, donc, eh bien, j'étais tout à fait embêté. Alors, ce que je décidais de faire, c'est tout simplement de me rabattre sur la bonne vieille méthode du pile ou face. Alors, pile pour Jessica, face pour Sébastien, j'ai lancé une fois la pièce. Et c'est Sébastien qui est qualifié pour les huitièmes de finale sur cette magnifique action de lancer de pièces. Ensuite, nous avions le coréen Seung-Yuk Nam face à Alexandre Carlier. Alors Nam, c'est pas le cubeur le plus connu du monde. Il est beaucoup moins bling bling qu'un Mats Valk ou qu'un Miral Jouski. Il n'a jamais eu de record du monde. Malgré tout, en 2017, au championnat du monde à Paris, il a fini 3ème et sans un timer reset malencontreux, il avait tout à fait ses chances de finir champion du monde. Il a aussi 47 records d'Asie, ce qui est quand même énorme, et il est double champion d'Asie au 3x3. Alors ça reste un des cubeurs les plus solides et les plus réguliers actuellement, qui fait très peu de contre-performance. En face, Alexandre Carlier, bon, on ne le présente plus. D'ailleurs, lui non plus ne se présente plus toujours aux épreuves, même quand il a un titre européen à défendre. Est-ce que vous avez été chauvin sur ce coup-là? On va voir ça tout de suite en découvrant le pourcentage de voix qu'a obtenu Seung-Yuk Nam. Eh bien non, vous n'avez pas été si chauvin que ça, mais malgré tout, le style inimitable d'Alexandre a su vous convaincre de le faire passer en huitième de finale. Le duel suivant opposait l'américain Max Park. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Max Park.
au français Gilles Roux. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Gilles Roux. Bon, vous connaissez quand même forcément sa méthode, la méthode Roux, la seule méthode en termes de résultats au 3x3 speed qui a été capable de contester la suprématie à la méthode Friedrich. Donc, du temps de Gilles, cette affirmation n'était pas du tout reconnue par tous, puisqu'en dehors de Gilles lui-même, le roxeur le plus rapide était probablement Tom Barlow, l'anglais, et ni Gilles ni Tom n'étaient des cubeurs top mondial, sans être mauvais, loin de là. Maintenant, de nos jours, avec l'émergence de Kian Mansour ou de Sean Patrick Villanueva, on sait tous que la méthode Roux a un potentiel fantastique et qu'elle peut donner des résultats largement équivalents à ceux de Friedrich, puisque Sean Patrick Villanueva est actuellement vice-champion du monde. Alors, en ce qui concerne Gilles en tant que Gilles, on peut noter également qu'il a été board member de la WCA de 2004 à 2008. Et puis en termes de résultats, son fait le plus notable est un titre de champion d'Europe en résolution optimisée. Bon, la question qui se pose est, avez-vous voté pour la star ou avez-vous voté pour le génie? Vous avez voté pour la star. Jusqu'ici, tous les duels avaient été très serrés, et là, il faut avouer que Gilles n'a pas eu la moindre chance face à Max Park, qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale. Le duel suivant était un très beau duel d'époque entre Shotaro Makisumi et Philippe Weyer. Et Makisumi a obtenu 44% des voix. Alors moi, ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'au moment de voter, vous savez, vous avez pris le mauvais, tout simplement, voilà, vous vous êtes trompé. Philippe Weyer, c'est très très fort, hein. C'est tout simplement le champion du monde en titre 3x3. Mais Makisumi, entre début 2004 et début 2006, a détenu pendant plus de 2 ans consécutifs le record du monde au 3x3 average, sachant qu'on était au tout début de la WCA. À une époque où les records étaient tous très très récents, tombaient tous très très vite, étaient battus vraiment très souvent, et bien lui, il a gardé son record pendant 2 ans, et pendant ces 2 ans, il a également battu 4 fois le record du monde en single. Alors, pour sa contribution à l'histoire des temps, pour avoir fait moins de 15 secondes de moyenne en 2004, à une époque où les cubes étaient absolument horribles et où les méthodes n'étaient pas encore du tout perfectionnées comme elles le sont aujourd'hui, je pense que Makisumi aurait largement mérité sa place en huitième de finale. Néanmoins, c'est vous qui avez décidé quel était celui des deux que vous préfériez, et c'est Philippe Weyer qui prend sa place en huitième. Continuons avec le Hongrois Bence Barat qui était opposé au Japonais Yu Nakajima. Bence Barat, c'est quoi? En 150 compétitions, c'est 603 médailles d'or, toutes épreuves confondues, ce qui est le plus haut total jamais atteint par quelqu'un dans l'histoire de la WCA. C'est plus de 60 médailles d'or de plus que Félix Zemdex, et c'est quasiment 160 médailles d'or de plus qu'Erika Kursdai qui complète le podium. Autant dire que Bence Barat est un all-rounder vraiment très très solide, qui a dominé le Summer Franks pendant des années, qui a eu des records du monde en 6x6 et 7x7, et qui est également la deuxième personne à avoir fait le plus de solves officiels de l'histoire, derrière Sébastien Roux. Bon, Bence Barat, c'est fort. Combien de pourcentage des voix a-t-il obtenu? Et oui, ce n'est que cela qu'a obtenu Bence Barat, parce qu'en face, il y avait Yu Nakajima. Et Yu Nakajima, c'est une légende, mais on aura l'occasion d'en reparler au prochain tour, puisqu'il se qualifie sans souci pour les huitièmes. Le septième duel opposait un cubeur qui a commencé les compétitions dès 2003, l'américain Chris Hardwick, à un compétiteur qui est actuellement au sommet de la vague, le polonais Timon Kolaczynski. Alors, est-ce que vous avez encore une fois préféré le recordman actuel au vieux briscard? On va regarder ça tout de suite. Eh bien non. Alors, je pense, parce que Chris Hardwick, c'est un compétiteur au palmarès très respectable, mais qui est un petit peu tombé dans l'oubli, même en tant qu'inventeur de méthode, depuis l'émergence de Yo, on en parle beaucoup moins. Mais à mon avis, vous n'avez pas pardonné à Timon Kolaczynski d'avoir pris le record d'Europe à Jules Desjardins, le héros national. Voilà, et depuis que Timon l'a pris à Jules, il l'a amélioré 3 fois. Donc on peut dire que Jules a été littéralement écrasé, et ça, je crois que peu de gens lui ont pardonné. Et donc, c'est peut-être pour ça, ou peut-être que je suis mauvaise langue, que Chris Hardwick rejoint les huitièmes de finale. Le duel suivant était, à mon sens, le plus beau duel que nous offrait ce premier tour. On avait deux cubeurs vraiment très très classe, puisque Michal Pleskovic affrontait Jean Ponce.
Alors Michal, comme on l'appelle en France, on n'a plus besoin de le présenter, c'est la première personne qui a battu Félix Zemdegs en compétition officielle. Et puis bien sûr, il ne l'a pas fait n'importe quand puisqu'il a attendu la finale des championnats du monde 2011 pour remporter le titre. Alors, il a battu Félix, mais est-ce qu'il pouvait battre Jean? Eh bien oui, il pouvait battre Jean et assez facilement. Alors à mon avis, Jean, de toute évidence, a payé le fait d'avoir arrêté les compétitions très tôt. Voilà, il est champion du monde en 2005 au 3x3. Il est la première personne à avoir fait un single officiel sub 12. Il est également champion d'Europe 2006 au 4x4. Il était également très fort en blind, il a eu des records de France, mais sa dernière compétition, ça date de 2009. Donc probablement qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissaient pas forcément Jean Ponce et ça lui a forcément coûté des points parce que c'était un cubeur vraiment très très doué, vraiment très très sympa également, donc qui pourrait mériter de mieux figurer voilà, dans un tournoi pour votre cubeur préféré. Malgré tout, Michal est un très très bon cubeur, également un cubeur très très sympa et donc sa place en huitième de finale est tout à fait méritée. Le duel suivant oppose deux cubeurs moins habitués des gros records. Pour autant, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Martin Vedel-Egdal du Danemark affrontait le russe Sergei Ryabko. Je vous donne tout de suite le résultat qui a été de 58% des voix pour Martin Vedel-Egdal. Alors encore une fois, je ne voudrais pas avoir l'air gris, mais vous vous êtes trompé. Voilà, Martin Vedel-Egdal archi-domine le Sum of Ranks mondial. C'est très impressionnant, mais Sergei Ryabko a un double fait d'armes absolument unique dans l'histoire du Rubik's Cube. Puisque en 2010, au championnat d'Europe, alors que Sergei n'avait jamais été favori de quoi que ce soit, n'avait jamais fait partie des tops mondiaux, il s'en va gagner le titre. Mais ce qui est encore plus beau dans cette histoire, c'est que Sergei améliore son propre record, qui est également le record de Russie, à chaque tour. Et c'est pour ça que personne ne l'attendait. Au premier tour, il fait 12 secondes, ce qui était très loin des prétendants au titre. Au deuxième tour, il fait 11 secondes 10 pour se qualifier en finale. Et en finale, il fait 10 secondes 31 avec son premier sub 10 single pour remporter le titre devant Erik Eckersdijk. Mais il ne s'est pas arrêté là. 2 ans après, tout le monde a suffisamment rigolé avec la mauvaise blague qu'avait joué Sergei à toute l'Europe. Il revient pour les nouveaux championnats d'Europe 2012 à Budapest. Et encore une fois, ce n'était pas possible qu'il gagne. Il avait largement amélioré ses temps, mais il restait loin des meilleurs. Et pourtant, en finale, Sergei refait le coup. Record de Russie, première moyenne russe sous les 9 secondes, 8,89, complètement improbable, et il s'impose devant Mats Valk. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du Rubik's Cube, à part avec Sergei Ryabko. Le cube, c'est pas quelque chose où on voit régulièrement des outsiders triompher, comme on peut le voir dans d'autres disciplines. On peut voir un favori rater complètement sa performance, mais jamais, presque jamais, un outsider va réussir à être à ce point au-dessus de son niveau, d'autant plus dans une grosse compétition où tous les meilleurs sont présents. Et en cela, pour moi, Sergei Ryabko méritait de passer. Et pourtant, par votre faute, Martin Vedel-Egdal se qualifie pour les huitièmes de finale. L'affrontement suivant met aux prises deux cubeurs qui ne sont clairement pas parmi les favoris de ce tournoi. Le Polonais Tomasz Dolnowski et le Britannique Robert Yeo. Alors Yeo, on le connaît évidemment pour sa méthode de 4x4, qui est maintenant la plus populaire des méthodes de gros cubes, qui est une variante de la méthode Hardwick. Et Dolnowski, on le connaît probablement moins si on est récent dans le Rubik's Cube. Pour autant, à une époque, il a vraiment été le meilleur cubeur au monde. Alors, on va tout de suite regarder les résultats pour savoir combien de pourcentage des voix a obtenu Tomasz Dolnowski. 26% pour Tomasz Dolnowski. Alors clairement, à mon sens, là, il est victime de ne pas avoir suffisamment laissé sa marque dans l'histoire du speedcubing. Yo n'a jamais été un cubeur extraordinaire, il a toujours été un très 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 bon cubeur, mais surtout, on s'en souvient grâce à sa méthode. Et donc, si vous utilisez la méthode Yo tous les jours au 4x4, forcément, vous avez envie de voter pour lui. Dolnowski, lui, il est vraiment passé tout près d'écrire l'histoire, puisqu'il a été celui qui a le plus flirté avec la barre des 10 secondes en moyenne au 3x3, avant l'arrivée de Félix Zemdegs, qui a tout débloqué. Et il s'est arrêté à 10,07. Ça a été un des premiers à réussir à faire plusieurs temps en dessous
des 10 secondes dans la même moyenne, mais il n'a jamais réussi à dépasser cette barre symbolique pour laquelle tout le monde se battait et qui a vraiment résisté très longtemps. Zolnowski a quand même quelques petits faits d'armes, hein, puisqu'il est 3e au championnat du monde en 2009, derrière Brendan et Eric, et surtout il est champion d'Europe en 2008. Voilà, avec 2 records du monde de moyenne en 3x3. Donc une carrière très très honorable, mais qui a manqué d'un petit palier supplémentaire à être franchi pour pouvoir vraiment rester comme une légende du speedcubing. Et donc c'est pour cela que Yo passe facilement en 8e de finale. En ce qui concerne le duel suivant, on va être un petit peu plus rapide parce qu'il n'y a finalement pas grand chose à dire. Le néerlandais Mats Valk était aux prises avec l'américain Min Tai. Sur Min Tai, on ne sait finalement pas grand chose, si ce n'est qu'il a remporté les championnats du monde 1982, donc les premiers championnats du monde, 21 ans avant la création de la WCA, mais qui ont quand même été reconnus et qui sont dans la base de données officielle. Donc Min Tai est le premier recordman de moyenne au 3x3 de l'histoire du speedcubing, de l'histoire de la WCA, et donc sa présence ici est très symbolique. À l'opposé, Mats Valk est un compétiteur qu'on connaît très bien encore aujourd'hui, qui depuis un nombre incroyable d'années, puisqu'il a commencé assez jeune, fait partie des favoris au niveau européen et mondiaux, qui est champion d'Europe en titre. Donc la question était de savoir si vous alliez privilégier un cubeur très très fort ou un symbole. Et nous allons donc le découvrir maintenant. Et c'est donc Min Tai qui remporte ce duel et qui passe en 8e de finale au détriment du champion d'Europe Mats Valk. Encore un duel qui sera rapidement expédié puisque je pense qu'un Ron van Bruchem versus Félix Zemdegs, ça se passerait quasiment de mots. Le fondateur de la WCA opposé au meilleur cubeur de toute l'histoire du speedcubing. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là et puis regarder directement le résultat. Combien de pourcentage des voix a obtenu Ron van Bruchem? Tic, 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 tic. Et c'est seulement 18%. C'est une déculottée à laquelle, en réalité, on s'attendait tous. Le duel suivant a dû être un crève-cœur pour beaucoup de votants et beaucoup de votantes, puisqu'il s'agissait du duel entre Jules Desjardins et Juliette Sébastien. Évidemment, beaucoup d'entre vous connaissent personnellement et Jules et Juliette, ou au moins les ont croisés en compétition en France. Dans un cas comme ça, j'imagine qu'on prend en compte un petit peu moins le palmarès et les résultats. Pour autant, des palmarès et des résultats, ils en ont tous les deux, puisque Jules Desjardins est multiplement titré en championnat d'Europe et en championnat du monde au Pyraminx, et Juliette, elle, est la seule française à être parvenue à ramener une médaille de Melbourne cet été, et puis était déjà sur le podium de 3x3 à une main au championnat d'Europe de Madrid. Donc, petit avantage niveau palmarès à Jules, pour autant c'est plutôt Juliette qui a le vent en poupe. Alors, qui avez-vous voté? On va le découvrir maintenant. J'ai plus trop d'idées pour les jingles de défilement de pourcentage, j'ai vraiment plus trop d'idées. Et c'est donc Jules, avec 54%, qui se qualifie pour les 8e de finale. Ça a été vraiment très très serré. Au fur et à mesure que vous soumettiez vos votes, j'ai vu la tendance passer d'un côté à l'autre. Au début, Jules était très nettement en avance, puis Juliette l'a rattrapé et même passé devant. Et je pensais que Juliette allait passer, puis finalement, les quelques derniers votes ont changé la donne. Donc, c'est Jules qui passe, mais je pense que la plupart d'entre vous auraient souhaité voir ces deux compétiteurs et compétitrices en 8e de finale. Malheureusement, il n'y avait qu'une place. Le duel suivant opposait Clément Gallet, ancien recordman d'Europe de 3x3 blind, ancien champion d'Europe de 3x3 multi-blind, ancien recordman du monde de 3x3 multi-blind, ancien délégué français, fondateur et premier président de l'Association française de speedcubing, et Patrick Ponce. Nous allons maintenant observer les résultats de Clément Gallet. 57% pour Clément Gallet. Et pourtant, Patrick Ponce, ce week-end, a remporté le titre de champion des États-Unis, une des compétitions les plus prestigieuses du monde. Et cela a eu le temps de peser sur les derniers votes. Et pourtant, c'est Clément qui remporte haut la main ce duel et s'envole vers les 8e de finale. L'avant-dernier duel opposait deux cubeurs au sommet de leur art, Sean-Patrick Villanueva et Stanley Chappell. Alors ce sont deux cubeurs au profil très différents, au style et au domaine de compétences très différents, mais tous les deux, dernièrement, ont largement montré leur talent et leur capacité.
Sean Patrick Villanueva est devenu vice-champion du monde cet été à Melbourne alors que personne ne l'attendait. Il est également devenu le meilleur utilisateur au monde de la méthode Roux en passant devant Kian Mansour. Et il a pas mal gagné en popularité pour ça parce que Roux est une méthode qui visuellement est quand même très agréable à regarder et puis c'est toujours sympa de voir des top tubeurs avec des méthodes un petit peu différentes de celles de la plupart des meilleurs. Stanley Chappell, lui, passe son temps à battre ses propres records au 4 blind et au 5 blind, et il les emmène à des niveaux proprement hallucinants, puisque le 4-4 blind est maintenant à 1 minute 06, qui serait un temps de 3x3 blind tout à fait respectable. Il fait également du Rubik's Clock tant qu'il en a encore l'occasion. Alors, une méthode différente des autres, ou un monstre dans le domaine des big blinds, nous allons découvrir votre choix dès maintenant. 54% pour Sean Patrick Villanueva, qui passe en huitième de finale grâce à son podium au championnat du monde. Alors c'est vrai que j'étais quand même assez étonné par ces résultats parce que pour moi, les résultats de Stanley, ces records sont vraiment parmi les records les plus impressionnants de la WCA actuellement. Il domine tellement ses épreuves qu'il aurait mérité, je pense, de passer un tour de plus. Pour autant, Sean Patrick nous a beaucoup fait rêver au championnat du monde et j'espère qu'il va continuer à les titiller les meilleurs. Et enfin, le dernier duel, bordel c'est pas trop tôt, le Polonais Marcin Kowalczyk faisait face à l'Américain Kevin Hayes. Alors Marcin évidemment est un spécialiste du multi-blind, ça a été la deuxième personne au monde à passer la barre des 20 points, puis ensuite il a battu 7 fois consécutivement son propre record du monde pour l'année jusqu'à 41 points, avec 41 cubes résolus sur 41 cubes tentés en 54 minutes. En face, Kevin, un spécialiste du 6x6 et du 7x7, qui a un temps été le meilleur du monde à ses épreuves. Pas grand chose de plus à dire, hein. Le 6 et le 7, bah, c'est chiant, il se passe rien tout le long, voilà. Euh, Ça vous dit de découvrir qui a gagné ce dernier ticket pour les huitièmes de finale? Moi, je suis chaud. Et donc, c'est évidemment Marcin Kowalczyk qui écrase Kevin Hayes avec 70% de voix. Bien évidemment, les deux sont spécialistes d'un seul ou de deux events, mais la sexiness du multi-blind n'a laissé aucune chance à la non-sexiness des big cubes. Et donc, Marcin file en huitième. Voilà, hein, tu sais tout. Qu'est-ce que c'était long. Maintenant, il ne te reste plus qu'à voter pour le tour suivant, hein. Il y a les liens dans la description. De toute façon, tu sais comment faire, je vais pas tout te expliquer. Si t'es dégoûté parce que les cons ils ont pas voté pour tes chouchous au premier tour, bah tu peux rager dans les commentaires. Si ça va, tu peux quand même poster un commentaire. Et puis voilà quoi, plein de bisous, puis on se retrouve pour le petit tour d'après, hein.